Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Bobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Vous informer et vous divertir, c'est sur là l'émission que nous nous sommes assignés. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bien dans On en parle. Et surtout, merci de faire confiance à la chaîne qui vous fait vivre la télévision dans sa dimension créative. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas seule. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sam et de Leïla. Bonjour Sam. Bonjour à vous et bonjour à Madame Leïla et à tous ceux qui nous regardent. Ça va Sam? Super, par la grâce de Dieu. Et moi, je m'attendais à... Comment vous allez aussi? Ça va, merci, ça va. Leïla, ça va? Ça va, je vais bien, ça va. Alors, on va tout de suite directement passer à cette chanson qui nous permet de dire merci à Dieu. Nous serons ingrats en fait si on ne le remerciait pas alors qu'il doit renouveler en nous le souffle de vie. On va prendre une très belle chanson qui va nous permettre de dire merci à Dieu de partout où nous nous trouvons. C'est parti. motema ezotinda ngai nalobela yo likambo euti na motema na ngai oyo po yoza bien kasi papa na ngai nalingaka koyebisa yo masolo ya kati sekele na ngai moko po yoza bien na vi na ngai nakutana na moto te malamu lokola yo papa vraiment yoza bien loyembo na ngai euti na kati ya motema na ngai oyo yo merite yango po yoza bien papa shilo yaka masolo mosusu tosololaka nga na ye soki moto ayoki yango ekaizwa bisafi nga na ye tosololaka masolo skandale kamaradi akate balobinga na vetele oya suka mboka lobinga na nunde oya yebinga te lobinga na zomi jene balobaloba na bango nayebi nini nazosala nazasi na likambo na mpona wowo yango nayembaka yesokanga ngasinga na kingo emoi nakimeza te kade nafongolesi ebunga oo yango nayembaka yesokanga ngasinga na kingo ekimeza te kade nafongolesi ebunga oo Et voilà, nous sommes de retour et comme je disais, j'espère que cette chanson vous a permis de dire merci à Dieu. Alors aujourd'hui, nous parlons de quand et comment se retirer d'une affaire. Et on va tout de suite passer à la citation du jour qui est très souvent en rapport avec le sujet du jour. Oui, évidemment, la citation du jour est en rapport avec les sujets du jour et la citation du jour dit ceci. Il faut distinguer la ténacité de l'obstination, savoir insister et persévérer au bon moment, savoir aussi le retirer et savoir aussi se retirer et renoncer quand il le faut. Je reprends la
citation. Il faut distinguer la ténacité de l'obstination, savoir insister et persévérer au bon moment, savoir aussi se retirer et renoncer quand il le faut. Je pense que ma citation, elle dit tout en elle-même, c'est-à-dire il faudrait essayer de comprendre qu'il y a chaque chose à son temps, c'est-à-dire il y a un moment pour se lancer dans une affaire, il y a un moment pour se retirer, mais il faudrait-il déjà commencer à savoir et à déterminer le bon moment pour se retirer d'une affaire lorsque ça se présente. Merci Leïla, quelque chose à rajouter Sam? Je crois que la citation, elle est très, très ouverte. Elle permet à ce que nous puissions comprendre l'importance du temps et aussi des décisions que nous prenons. Parce que c'est ça, en tout cas, la base de l'histoire. Quand on est dans une affaire, il y a un temps où les choses marchent bien, où on doit fournir des efforts pour que ça avance. Et il arrive deux fois qu'il puisse y avoir des couacs et c'est là qu'on travaille dur et on fait un effort pour essayer de s'arrêter parce que deux fois, c'est pas évident qu'on a eu à se donner à fond au départ de s'arrêter en chemin. Deux fois, ça touche à notre ego. On a l'impression qu'on n'a pas eu à faire ce qu'il fallait. Mais voilà, pour le bien-être personnel et aussi pour essayer de voir d'autres horizons, il est important de savoir s'arrêter quand il faut s'arrêter. Merci Sam. Et la prochaine étape de cette émission, c'est l'état de lieu. On va le prendre et on se retrouve juste après pour entrer dans le vif de notre sujet. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. L'être humain est chaque fois mêlé à une aventure quelconque dans n'importe quel domaine de sa vie. Parfois non, dans tous les cas, il est à un certain moment maître de ces deux décisions, que j'abandonne ou que je continue. Certaines affaires sont des façons prévisibles, gagnées ou perdues d'avance. Selon plusieurs analyses, il y a de faibles taux de personnes qui peuvent cerner cela. Alors, jusqu'où peut aller un homme dans une affaire? Quand vient le moment pour lui de s'y retirer et comment doit-il le faire? Restez avec nous car nous verrons les différentes possibilités pour savoir quand et comment se retirer d'une affaire. Et voilà, c'était là l'état de lieu sur le sujet quand et comment se retirer d'une affaire. Nous en parlons sur ce plateau avec Sam et Leïla. Alors Sam, j'ai envie de savoir avec vous, est-ce que vous avez pour habitude de quitter ou encore de lâcher prise dans une affaire ou dans quelque chose que vous entreprenez très facilement? Très facilement, je dirais non, parce que déjà, au départ, quand on s'engage, on n'a pas la pensée de s'arrêter en chemin, surtout quand c'est dans une affaire qui a un retour sur investissement, par exemple, une affaire qui a des buts qui vont peut-être nous permettre d'être dans l'aisance, de vivre en paix, de gagner quelque chose. Au départ, c'est un peu compliqué. Quand on commence, on se donne à fond, on se met vraiment dans la peau de quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout, mais il arrive deux fois où les réalités, les choses que nous rencontrons nous contraignent deux fois à s'arrêter. Mais dire que ça a toujours été facile pour mon cas, je serais un menteur parce que déjà, il y a cette culpabilité-là qui nous assaille deux fois où on a l'impression qu'on n'a pas donné ce qu'il fallait donner. On a l'impression d'avoir la décision sur toutes les choses. On a tendance à croire que si ça n'a pas marché, par exemple, c'est parce qu'on ne s'est pas donné à fond, on n'a pas fait les efforts qu'il fallait. Et cette culpabilité-là nous pousse deux fois à s'obstiner, à toujours rester là, à essayer d'arranger les choses parce que déjà au départ, on avait une vision, on avait un planning, on avait un but qu'on devait atteindre. Et quand on se rend compte qu'à un moment, il y a un quoi, qu'à un moment, les choses ne marchent pas, c'est pas vraiment facile de s'arrêter. Mais après, ce qui importe le plus, c'est notre paix, c'est notre quiétude et savoir avoir d'autres horizons parce que le temps n'attend personne. Ok, ça c'est votre propre expérience. Et pour les personnes qui vous entourent, des personnes que vous connaissez, vous avez déjà vu certaines personnes arriver quand même à lâcher prise très facilement? Très facilement, oui. Je me rappelle, il y a un ami qui avait commencé un cursus universitaire. C'était pas déjà facile au départ. C'est quelqu'un que j'ai connu amoureux de l'agriculture, amoureux de l'élevage. Mais quand on est dans une société africaine où les parents ont toujours cette tendance-là à tracer la voie pour les enfants, deux fois de manière un peu plus imposante, ça a été dur pour lui. On lui a conduit à faire autre chose au départ. Voilà, il a essayé de fournir les efforts qu'il fallait, mais à un moment, il est vraiment parti dans un tête-à-tête avec ses parents pour leur faire comprendre que voilà, je peux beau faire ce que vous voulez, mais ce qui importe le plus, c'est aussi ma paix, c'est aussi ma quiétude. Il n'a même pas pu terminer la première année. Il s'est dit, voilà, moi j'ai un autre rêve, j'ai un autre cursus que j'ai voulu faire, j'ai d'autres ambitions dans ma vie, j'ai un travail que j'ai vu quelqu'un faire et que j'ai apprécié et dans lequel je me sentirais à l'aise et c'est vers là que je veux me diriger. Ça a été très dur pour lui et parce que vous savez, les parents aujourd'hui, ils n'ont pas cette tendance-là à baisser un peu la garde,
cette envie-là de faire toujours le papa qui a raison, ça a été dur. Ça d'ailleurs contraint le garçon à se déplacer à un moment. Il ne vivait plus sous les toits familiales parce que il y avait des petits mots qui sortaient à gauche et à droite, question de le toucher, d'affecter son âme. Mais après, voilà, il est là, il a choisi un autre cursus, il fait ce qu'il veut, il est en paix. Il y a un rendement aussi qui permet à ses parents de se retrouver, par exemple, financièrement. Voilà, j'ai vraiment plusieurs exemples des personnes qui ont eu à traverser des telles situations. Mais il y a aussi d'autres qui, jusque-là, ils s'obstinent à faire un choix, à rester dans une affaire, alors que, visiblement, comme ça, vous sentez que ça ne va pas, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de rendement, mais parce qu'au départ, déjà, la personne s'était dit, je veux foncer vers cette direction. Il y a cette honte-là aussi de rebrousser chemin, de s'arrêter, de subir les regards des autres, parce que déjà, quand vous rencontrez des gens qui, au départ, vous disent que voilà, la voie que tu as choisie n'est pas bonne et que vous vous obstinez, après un moment, vous avez en face de vous des résultats qui ne sont pas probants. Des fois, on se dit, si je m'arrête aujourd'hui, ils auront peut-être raison. Il y a d'autres qui ne me diront pas ça d'une très très bonne manière. Il y a d'autres qui vont user des mots un peu plus âpres pour m'affecter. Voilà, pour éviter d'être les ridicules de l'affaire, que je continue. Mais quand on regarde sa vie, on regarde sa manière de réagir même à des petites questions. Vous sentez qu'il n'y a pas la paix. Il y a cette culpabilité-là. Il ne se donne pas à fond parce que c'est ce qu'il veut faire, mais parce que les autres vont peut-être mal réagir. S'il essaie de rebrousser chemin. Voilà, c'est très très difficile. C'est une décision qui nous affecte beaucoup. Déjà parce que quand on s'engage dans une affaire, on les fait avec son cœur, on se donne à fond. Ça arrivait à un point où voilà, on décide de tout arrêter, de voguer vers l'inconnu, par exemple, de choisir une voie qui n'était pas celle que nous avions eu à voir au départ. C'est vraiment affectant et ça pousse même d'autres à devenir dépressifs. Et voilà, c'est pas vraiment facile pour tout le monde. Ok, je me tourne vers toi, Leïla, avec la même question. Est-ce que toi, personnellement, ça t'est déjà arrivé de laisser tomber une affaire facilement? Alors, je dirais aujourd'hui, ça a changé, mais avant, quelques années en arrière, j'étais du genre à lâcher prise facilement. Je donne un exemple, je me lance dans quelque chose, une formation par exemple, je vais pas aller jusqu'au bout. Une fois qu'il y a une difficulté qui se présente devant moi, je m'arrête. Je me dis, pour moi, c'est une prise de tête que je n'ai pas envie, en tout cas, de traverser. Je me déplace, je change d'autres horizons, je vais vers d'autres horizons. Et je pense que c'est là, en tout cas, ça m'avait beaucoup affecté. Moi, je m'en rendais pas compte, en fait, en tant qu'individu. Je me disais que non, voilà, c'est pour éviter des prises de tête, c'est pour éviter à me confronter à une réalité que j'ai pas forcément envie de vivre. Et au fur et à mesure que j'avançais avec cette façon de faire les choses, on m'a fait cette remarque pour me dire que non, Leïla, ce n'est pas une bonne façon de faire les choses. C'est-à-dire, tu ne veux pas confronter les choses, tu ne veux pas surmonter les difficultés, tu ne veux pas faire face à la réalité, tu contournes, tu préfères contourner ou alors tu préfères, je sais pas moi, carrément laisser et puis passer à autre chose. C'est pas une bonne façon de faire les choses. Ça va te rattraper plus tard quand tu seras un peu plus âgée, un peu plus grande et tout ça par rapport au business dans lequel tu vas te lancer, par rapport aux relations que tu vas décider de concevoir en tant qu'individu. Avant, je me rendais pas compte. Je me disais au début, bon, pour moi, c'est juste parce que j'évite, au fait, les prises des têtes. Je préfère rester dans ma zone de confort. En tout cas, ça ne va pas m'affecter autant que je ne le pensais. Et puis, voilà. Et puis, après, avec le temps, je me suis rendu compte que oui, c'est vrai que ça commençait à m'affecter. Je n'arrivais pas à finir peut-être une formation ou alors un business que j'essayais de monter. Au départ, j'achetais des matériels et tout ça, je vais me lancer. À un moment donné, je voulais ouvrir un salon de coiffure. J'ai acheté, je sais pas moi, en tout cas la moitié des outils qui nécessitaient l'ouverture de mon salon. À un moment donné, je me suis dit non, je laisse tomber. J'ai tout vendu en tout cas. J'ai vendu tout ce que j'avais acheté comme outil et on m'a dit, tu vois, tu commences comme ça, demain après demain, tu ne vas réussir à rien au fait. Tu ne vas pas construire quelque chose, tu ne vas pas bâtir, je sais pas moi, te bâtir un empire parce que tu lâches prise aussi facilement. Il y avait une difficulté qui s'est posée devant moi qui était celle de trouver un local. Avec ce que j'avais en main, ça ne suffisait pas. Moi, je voulais vraiment un local du genre, j'avais quelque chose dans la tête, quoi, des précis. Et quand on me disait non, je me suis dit non, c'est une difficulté que j'ai pas forcément envie d'affronter, j'ai pas envie de surmonter ça. Je préfère lâcher prise et faire autre chose. Mais avec le temps, sous les remarques de personnes qui m'entouraient, ils m'ont fait comprendre que ce n'était pas bien. Et je me suis rendu compte au fait que ça révélait au fait d'un problème psychologique dans ma tête. Lorsqu'une personne n'a pas envie d'affronter
surmonter les difficultés. Lorsqu'une personne a envie de rester dans sa zone de confort, c'est qu'il y a quelque chose qui l'empêche au fait d'affronter cette réalité-là. Il y a quelque chose qui l'empêche de sortir de sa zone de confort. Et moi, je me retrouvais dans ces cas-là. Je sais pas, c'était peut-être la timidité quand j'étais petite. J'avais du mal à m'ouvrir, aller vers les autres. C'était peut-être, je sais pas moi, un traumatisme que j'avais subi et puis qui est resté dans ma tête, qui m'empêchait en tant qu'individu de faire le premier pas ou alors de surmonter ce que j'ai rencontré comme difficulté. Après, j'ai travaillé dessus. Je me suis dit, bon, je vais commencer par une formation. Je vais commencer par apprendre l'anglais. Je me suis décidée. C'est vrai que du premier coup, ça n'a pas marché parce que je me suis limitée au level 3, niveau numéro 3. J'ai arrêté. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer encore vers autre chose. Et je me suis lancée dans l'auto-école. Et je crois que là, je suis allée vraiment jusqu'au bout et j'étais toute contente. Ça m'avait épanouie en tant qu'individu. Je me suis rendu compte que non, je suis capable de surmonter les difficultés. Je suis capable de sortir de ma zone de confort et puis de me retrouver aussi dans d'autres situations. Et ça, c'était au bon conseil que tu avais reçu, ça, des bonnes personnes qui t'entouraient. Au conseil de personnes qui m'entouraient et tout ça, parce que j'ai eu aussi quelqu'un qui me montrait carrément le chemin quand je tombais, quand je voulais abandonner. Elle était là pour me dire que non, il faut tenir bon, la vie c'est comme ça, il y a tellement de réalités qu'on traverse. Si à chaque fois tu décides de jeter l'éponge au fur et à mesure, ça va devenir un comportement au fond de toi, c'est-à-dire tu vas adopter ces comportements, tu vas même transmettre ça à tes enfants et c'est une mauvaise façon de faire les choses au fait. Et j'ai rectifié. Aujourd'hui, je suis une personne, quand je décide de faire quelque chose, en tout cas tant bien que mal, j'essaye d'arriver jusqu'au bout. J'arrive en tout cas, je tiens bon pour arriver jusqu'au bout. Et puis aussi, ça procure un certain épanouissement au fond de la personne, de l'individu qui arrive à accomplir quelque chose. Ça augmente l'estime de soi, la confiance en soi. Tu te dis que non, voilà, je peux faire telle chose. Ça te booste au fait. Et ça arrive même à te performer en tant qu'individu. Et c'est comme ça au fait. Et donc, c'est ça en fait. Il y a tellement des choses qui font assez que les gens puissent abandonner. Mais Sam, j'ai envie de savoir, quand doit-on quitter une affaire? C'est vrai que tu as quand même donné beaucoup d'exemples quand tu étais aussi en train d'intervenir. Et à quel moment doit-on lâcher une affaire? Premièrement, déjà, quand ça affecte notre paix intérieure. En tout cas, ça doit être la base de ce que nous sommes en train de faire dans la vie. Quand on se retrouve dans une relation, par exemple, on a l'impression que on est mieux quand on est seul. Et quand on est avec la personne avec qui on est en relation, il n'y a pas de paix, il y a ces difficultés-là à discuter. Chaque fois qu'on est ensemble, il y a des mots durs que j'entends, par exemple, qui me blessent. Quand ma quiétude est affectée, je crois que c'est déjà le moment propice pour sortir de l'histoire. Parce que plus tard, il y a cette difficulté-là à essayer de faire mieux, par exemple, avec d'autres personnes. Aujourd'hui, on a des gens qui ont des langages durs, par exemple, parce que dans le passé, elles se sont retrouvées dans des relations, dans des business, dans des endroits de travail où les gens étaient peut-être durs avec eux, ils s'obstinaient à rester là, ils voulaient tout le temps faire un effort pour que les gens changent leur manière de leur voir, mais voilà, les gens persévéraient dans cette manière d'être durs et ça a eu à forger un caractère chez eux qui leur empêche par exemple d'être bons avec les autres. Aujourd'hui, les professeurs par exemple à l'école qui sont durs avec nous, qui vous frappent par exemple, qui frappent des enfants, quand vous voulez savoir ce qui a fait en sorte que ces gens deviennent aussi durs, vous vous rendrez compte que voilà, ils ont grandi dans un système où à l'époque coloniale, voilà, on les frappait, on les tabassait, c'était le fouet à tout moment et c'est resté en eux, ils se sont imprégnés de ça et ils commencent à reproduire ça. Au départ, déjà quand vous sentez que votre quiétude, votre paix, votre ataraxie là est menacée, c'est le temps pour sortir de l'affaire. Et puis, quand il s'agit peut-être d'un business où vous avez pas la motivation de faire le travail, vous n'êtes pas trop à fond, vous avez l'impression d'être dans la routine, c'est le moment de s'arrêter parce que déjà, vous avez cette difficulté-là à vous projeter dans l'avenir. Vous ne savez pas où vous allez, par exemple. Vous faites ça parce que, voilà, c'est devenu une habitude. Par exemple, aujourd'hui, dans notre culture, j'ai remarqué ça, les gens vont à l'église par habitude. Ce n'est pas quelque chose qu'ils préparent dans leur tête. C'est parce qu'ils se réveillent le matin depuis qu'ils étaient enfants, le téné, il allait à l'église. C'est devenu comme ça. Et quand on se rend compte que c'est une routine, on ne trouve pas plaisir à l'intérieur. On les fait parce que on est resté avec dans la tête, c'était une habitude. C'est le moment de s'arrêter, de se poser de bonnes questions et de voir s'il faut continuer avec d'autres bases ou pas. Mais ce qui est le plus important, en tout cas, je vais marteler dessus, je vais permettre à Madame Leïla d'explorer d'autres horizons, c'est notre paix intérieure. Nous vivons dans un monde où, quand on n'est pas en paix, voilà, c'est dur de vivre avec les autres. C'est dur d'entretenir des relations. Et quand on se retrouve dans un milieu, dans un travail, dans un business où des gens ont du mal à atteindre les objectifs qui, peut-être au départ, sont très très mal définis, on a cette difficulté-là à discuter avec aisance avec les autres, on travaille dans
sous une atmosphère un peu plus difficile, un peu plus imposant, qui nous affecte et qui ne nous permet pas d'être un peu plus productifs. Je crois que il faut penser à soi, il faut penser à sa quiétude et essayer d'explorer d'autres horizons. En tout cas, c'est la base de tout. Sa paix, sa quiétude. Quand cette dernière est menacée, il faut sortir et s'en aller. C'est comme tu dis, faudrait penser déjà à soi-même. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne font pas ou certaines personnes ne font pas. Ils regardent en fait les autres personnes. Qu'est-ce que les autres vont dire? Si je me retire de cette affaire, qu'est-ce que les autres vont dire? Comment est-ce que je serai vue? Alors qu'on ne pense pas à soi-même, en fait, on ne pense pas à sa propre paix et tout ça. Et Leïla, Sam, il a beaucoup plus parlé des business. Il a généralisé. Beaucoup plus des business quand même. Mais avec toi, j'aimerais qu'on parle d'une collaboration. Quand c'est retiré d'une collaboration et d'un mariage. C'est deux points. Une collaboration, d'un mariage, ça va un peu de pair. Ça va un peu de pair, non? Collaboration, mariage. Bon, un mariage, collaboration, j'aimerais qu'on parle beaucoup plus de façon générale, les mariages. Mais ça revient au même. Et je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Sam, sur le fait que si une personne ne se sent, si toi-même en tant qu'individu tu ne te sens plus à l'aise dans cette situation, il faudrait commencer à penser à quitter cette affaire. Et c'est de la même façon dans un mariage. Dans un mariage, lorsque toi tu ne te sens plus à l'aise, c'est-à-dire tu es dans une relation qui est toxique, une relation qui ne te permet pas toi en tant qu'individu de t'épanouir, il faudrait déjà penser à te retirer. Maintenant, moi je suis pas du genre à dire aux personnes voilà, retirez-vous parce que ça ne va pas. Le mariage, quand on se marie, c'est pour la vie. Il faudrait tenter, donner une seconde, je sais pas, deuxième, troisième, quatrième, cinquième chance, essayer de tenter de son mieux pour sauver au fait cette situation-là, sauver votre mariage. Si vous n'avez pas encore tenté 1001 solutions, ne vous permettez pas en tout cas de décider, voilà, je vais partir ou alors je vais jeter l'éponge, retenter encore et encore et encore. Maintenant, si à un moment donné vous ressentez ces sentiments, vous êtes incompris en tant qu'individu, vous ne vous épanouissez plus dans ce mariage, c'est-à-dire votre paix, vous le retrouvez lorsque vous êtes seul. Lorsque vous êtes détaché de l'autre, là vous vous sentez heureux, là vous vous sentez épanoui, il faudrait commencer à se poser les bonnes questions. Parce que c'est vrai qu'on se marie pour la vie, mais non, on ne va pas se marier pour rester malheureux toute sa vie. Ça va vous affecter mentalement, physiquement, ça va, même au niveau de la santé, vous serez détérioré en tant qu'individu parce que vous n'êtes pas en paix avec vous-même, vous n'êtes pas en paix dans votre tête et ça, c'est quelque chose de très difficile. Lorsque vous ressentez ces côtés incompréhension entre vous qui persistent, c'est-à-dire au moindre contact avec l'autre, vous vous enflammez, personne ne veut faire des efforts, l'autre reste braqué avec sa vision de choses, l'autre reste braqué avec sa façon de voir les choses, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur un sujet, c'est-à-dire au moindre contact, ça s'enflamme. Ça, il faudrait vous poser des bonnes questions. Il faudrait vous poser des questions de savoir est-ce que c'est toujours un milieu qui est propice pour moi? Est-ce que c'est toujours, je sais pas moi, la bonne personne pour moi? Est-ce que cette ambiance, je peux arriver à tenir 10, 5, 15 ans dedans? Est-ce que je vais vraiment arriver à tenir? Parce qu'on se dit que non, voilà, la fin des Liban, hein, on entend très souvent les mamans dire ça. Mais ce qu'elles ne connaissent pas en retour, ce qu'elles ne savent pas en retour, ce que c'est en train de détruire leur santé. C'est-à-dire, ça détruit même leur mental, au fait. Vous allez voir une maman qui est frustrée, une maman qui est déprimée, une maman qui répond très mal aux enfants. Pourquoi? Parce que ce qu'elle subit de la part de son conjoint, ça l'affecte elle. Et sans le savoir, ça affecte aussi les enfants. C'est-à-dire par rapport à sa façon de réagir, son comportement, ses dires, ses actes, ça affecte aussi les enfants. Et les enfants, qu'est-ce qu'eux, ils vont retenir de cette relation? Eux, ils sont comme des éponges. Ils vont absorber et ils vont reproduire ce qu'ils ont vécu tout au long de leur vie. C'est-à-dire, c'est quoi ce qu'on est en train de créer comme individu? Vous voyez un peu où est-ce qu'on peut en venir si on arrive à tenir tête face à une situation dans laquelle on ne se sent pas bien. Et moi, je pense que les signaux d'alarme devraient être... comme Sam l'a dit, c'est-à-dire je ne me sens plus bien. Je me sens plus bien, mais jusqu'à un seuil. Parce que c'est quand même le mariage. C'est quand même le mariage. Je ne vais pas dire que non, voilà, je me sens plus bien parce que mon mari ne me donne plus assez d'argent. C'est une raison valable pour moi de quitter les navires. Non, je ne pense pas. Il faudrait creuser, essayer vraiment de tenter je sais pas moi, trouver des solutions. Si ça ne marche pas, si vous trouvez qu'à un moment donné, votre situation ne vous donne plus la paix, la situation dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire le mariage, si je ne retrouve plus la paix, si je ne suis plus épanoui en tant qu'individu, parce que quand on n'est pas épanoui, c'est de même pour le business. Exactement. On ne se donne plus à fond, on n'est plus performant, on se lasse au fait de la chose. Et c'est là que vient le mal. Parce que quand on se lasse, quand on se dit que c'est une routine, on ne fait plus d'efforts. Et quand on ne fait plus d'efforts, niveau productivité, c'est
vraiment très bas. Et ça, c'est quelque chose c'est vraiment des signaux d'alarme très importants auxquels il faudrait tenir compte. C'est dire que non, voilà, ici, ça ne va pas. On a essayé, on est allé voir des parrains, on est allé voir des conseillers conjugaux, on a parlé avec des amis, mais ça n'a pas marché. Et quand on a tout essayé, on se rend compte que ça ne va pas. L'autre reste braqué dans sa position. Et moi aussi, je ne veux pas faire d'efforts. C'est fini, c'est bon, basta. Chacun peut prendre sa J'aimerais route. qu'on reste sur les raisons que tu as dit. Tu as dit qu'il y a beaucoup de raisons, mais dans tous les cas, il faudrait quand même tenir Voilà. bon et tout ça. Est-ce que, moi j'ai envie de savoir, est-ce que ce sera dans tous les cas qu'on va tenir bon? Là, tu n'as parlé Tu veux parler de l'infidélité, j'imagine. Non, je ne veux pas parler de l'infidélité. mensonges? Je veux plutôt parler des personnes, des hommes qui battent leurs femmes, en fait. Ah, voilà. Ça dépend, en fait. C'est parce que chacun d'entre nous vit ses propres réalités. Chaque mariage a ses réalités. Ça, oui. On ne sait pas ce que X vit dans son mariage, contrairement à Y. Ça peut peut-être paraître rose chez l'autre, mais quand toi, on te met dedans, tu te rends compte que non, chez moi, c'était meilleur qu'ici. En tout cas, ce n'est que rose d'apparence. Ce n'est pas, en tout cas, ce que je m'imaginais. Et dans ces cas-là, c'est très malheur, là, très difficile. Déjà, les individus, les femmes qui sont battues, elles-mêmes, elles ont du mal à intégrer ça, c'est-à-dire à comprendre que ce qu'elles sont en train de subir, c'est dans un degré très élevé. C'est un degré très élevé. Un homme qui porte la main sur la femme, cette violence-là, ça peut conduire cette dernière à la mort. Et la femme, elle a du mal à comprendre, au fait. Et même à en Elle parler. a du mal à comprendre elle-même, raison pour laquelle elle a du mal à en parler, à extérioriser ce qu'elle ressent. Parce qu'elle-même, en tant qu'individu, elle ne comprend pas, au fait, que cet acte-là que pose mon mari aujourd'hui peut un jour m'emmener à la mort. Oui. Elle ne comprend pas ça, elle ne conçoit pas ça en tant qu'individu. Et avec ça, elle a du mal, au fait, à extérioriser et à en parler autour d'elle. Raison pour laquelle vous allez voir ces femmes, elles sont renfermées. Au moment elle va bêtiller, elle a l'œil au beurre noir, on la pose la question. Non, voilà, je suis tombée dans les escaliers et tout ça, j'ai trébuché et tout ça, bah, les bédaïnes à la mise et tout ça. Elle cache, au fait. Pourquoi? Parce que elle se sent elle-même déjà honteuse à en parler. Et puis, elle ne comprend pas. C'est quelque chose qui touche, au fait, le psychique. Ça touche les mentales. Oui. En tant qu'individu, déjà, on est en train de t'ôter de l'estime que tu pourrais avoir de toi-même. On t'ôte même la confiance en soi parce que t'es frappé, t'es frustré en tant qu'individu. L'autre, il prend les dessus sur toi. L'autre, il te met à un pied où tu es très bas que lui. Il montre par ce coup que tu es inférieur, au fait. Tu es un être inférieur. Et ça, psychologiquement, c'est toujours difficile à comprendre, à intérioriser, surtout pour les femmes. D'autant plus qu'on a été longtemps marginalisés dans la société. On a du mal, au fait, à capter ça, à comprendre, à intérioriser. C'est comme un combat contre nous-mêmes, au plus profond de nous, en fait. On lutte, mais on ne sait pas comment arriver à s'en sortir dans cette situation. Et dans ces cas de figure, moi, ce que je conseillerais à ces femmes, c'est d'en parler autour d'eux pour se faire aider. Parce que seul, je vous assure que vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Et d'autant plus que ces hommes-là, ils jouent, en tout cas, ce rôle ils contrôlent, au fait, la femme. Oui. Sous leur coup, la femme est comme terrorisée, elle n'arrive plus à parler, elle n'arrive plus à se confier. Ces hommes-là exercent comme une espèce de contrôle, au fait, chez la femme. Et la femme, elle est déstabilisée, elle ne sait plus à qui se confier parce qu'en temps normal, on doit se confier à son mari, c'est lui qui doit nous sécuriser, nous apporter réconfort et tout ça. Mais cette personne, au contraire, c'est elle qui nous détruit, c'est elle qui, voilà. Vous vous rendez compte, c'est comme un individu qui marche dans la rue en pleine nuit et il rencontre un policier. Il est censé me sécuriser, mais quand je vois la police, moi, j'ai rebrousse chemin, j'ai fui. Vous voyez un peu, c'est cette incompréhension-là maintenant qui règne au fond de la femme. Et c'est très difficile psychologiquement. Moi, en tout cas, je ne veux pas leur jeter la pierre pour dire que non, voilà, bolo bakaso, babeti bino, borana okufa. Parce que ce qu'elles subissent dans la tête, c'est compliqué, au fait, Aurélie. C'est difficile à expliquer. Elles subissent tellement de choses qu'elles-mêmes, elles ont du mal à comprendre, au fait, la situation dans laquelle elles se retrouvent. Et c'est déjà difficile pour elles-mêmes en tant qu'individu. Raison pour laquelle, dans des pays qui sont développés, en tout cas, je souhaite que ça puisse arriver ici, il y a des numéros verts qu'on met. Pourquoi? Ça permet, en tout cas, à l'individu de s'exprimer ouvertement, calmement, dans un terrain où il y a zéro jugement. Ici, très souvent, dans notre société, si je suis une femme battue, je viens, en tout cas, me confier à toi, Aurélie.
dans la société, tu vas rapporter mon histoire chez X, chez Y. oui. Naroko m'a pointé du doigt quand je passe le chemin pour dire que non, Leïla c'est une femme battue, Leïla c'est une femme battue. Et pour moi c'est une honte. Déjà moi-même à mon niveau j'ai du mal à gérer. Tu imagines aux yeux des autres personnes comment est-ce que je vais ressentir cela. Alors avant de continuer, Sam, j'ai quand même envie d'avoir aussi ton avis sur cette question, sur la question des femmes qui sont battues, parce que c'est aussi une affaire. Et ça entre en fait, oui, le mariage, ça entre en fait dans le cadre de notre sujet du jour. Pour ces personnes-là qui sont battues, qu'est-ce qu'il faudrait que ces femmes puissent faire? Est-ce que tu partages le même avis que tout ce que vient de dire Leïla tout à l'heure? Je suis totalement d'accord avec elle parce que déjà, c'est un autre niveau, c'est un autre niveau de souffrance. Généralement, quand on est affecté, ça s'arrête au niveau de notre âme. Mais quand on touche aussi à l'intégrité physique, c'est vraiment compliqué. Et comme l'a dit Madame Leïla, c'est comme un inversement des valeurs. Il y a des choses qui se passent dans notre tête, des choses qui ne devaient pas arrivent et on a du mal à en parler. Et puis nous sommes dans une société très difficile où c'est très dur aujourd'hui, surtout dans le cadre du couple, de donner raison à la femme. Même quand on a des preuves que celle-ci est marginalisée, celle-ci est battue, tu peux aller te confier à quelqu'un, voilà, j'ai des cicatrices au niveau du corps parce que voilà, mon homme me bat. À l'instant, on peut te donner quelques petits conseils, mais quand tu tournes le dos, voilà, c'est toi qu'on pointe du doigt, voilà, c'est une mauvaise femme. Seulement comme ça, l'homme commence à voilà, on a tendance à minimiser ça. Et puis si vous remarquez, dans la société africaine, ces genres de cas, on met notre pitié qu'à la fin. On a l'impression que tellement que les gens ont peur de s'ouvrir à cause des jugements, on se rend seulement compte à la fin quand on entend une nouvelle de mort, une femme qui s'est suicidée et qui laisse une lettre, voilà, j'étais battue et tout. C'est à ce moment-là que les gens s'ouvrent un peu, commencent à avoir un peu pitié. C'est là qu'ils comprennent. Voilà, c'est là qu'ils comprennent. Mais quand la situation elle est encore présente, quand la personne casse un peu cette barrière-là de se claustrer dans son coin pour essayer de s'ouvrir, question de chercher des solutions. On a cette difficulté-là à porter un peu sa douleur, cette difficulté-là à avoir pitié, à essayer de trouver des solutions. Et puis aujourd'hui, le cadre du mariage dans la société africaine, on a l'impression qu'on y entre, voilà, c'est un chemin de non-retour. Peu importe ce qui peut arriver à l'intérieur, il faut y rester. Le couple, c'est comme ça, il faut essayer de discuter, il y aura une solution qui va venir. Mais voilà, il y a notre vie aussi, il y a notre paix. Quand on s'est marié, voilà. C'est comme ça que ça se passe, on n'est pas parfait. Il y a des gens qui, pendant les fiançailles, par exemple, sont là, des très très belles personnes, vous discutez bien, tu sens que c'est quelqu'un de bien. Une fois dans le mariage, voilà, c'est un autre visage. Et quand on se rend compte que la réalité, elle est comme ça, il faut avoir le courage de dire non. Et dans la société africaine, il faut vraiment avoir du culot pour essayer de sortir d'une telle affaire parce que, voilà, il y a des gens qui vont saliver dessus, il y aura des jugements à gauche et à droite avec les réseaux sociaux qui permettent à tout le monde de dire un mot sur même des choses qui ne le regardent pas. C'est très très difficile. En tout cas, pour ces personnes qui se retrouvent dans une telle situation, le meilleur à faire, c'est de s'exprimer. Il ne faut pas cacher cette histoire-là. Parce que déjà, visiblement, comme ça, nous, on voit quand tu es blessé, on voit que voilà, ça ne va pas. Et quand tu mens, il y a des gens qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce couple. Ta manière de communiquer, quand tu es avec les autres, on sent qu'il y a une certaine peur, tu n'es pas à l'aise. Et quand vous vous retrouvez dans une telle situation, déjà au départ que vous n'attendiez pas vivre, parce que vous croyez que vous étiez avec une personne qui, voilà, était quelqu'un de bien, et puis vous vous retrouvez à l'intérieur, vous essayez d'user de plusieurs manières pour essayer d'arranger, et ça ne marche pas. Ôtez cette pression-là de vous, enlevez de votre tête ce que les gens vont parler, c'est votre vie. Avant de vous marier, vous faisiez partie d'une famille qui vous aimait, vous avez des frères et sœurs qui veulent vous voir en vie. Sortez de l'histoire, arrêtez de vous éterniser, parce que, voilà, après, quand vous allez mourir, l'homme, si c'est dans le cas, il va se remarier, il va chercher une autre femme, et vous, dans votre famille, il y aura un deuil, les gens vont vous perdre, et vous serez là en train de pleurer. Donc c'est important d'essayer de déceler ça. Et comme vous l'avez dit au départ, ce n'est pas au premier coup, par exemple, qu'on décide de partir. Il faut essayer de discuter, mais quand vous voyez que ça s'éternise, la situation devient sans pitié. Quand la situation s'impose, en tout cas, il faut sortir de là. L'intégrité physique, quand elle est affectée. Notre société doit changer son regard par rapport à cette façon de faire les choses. Très souvent, moi j'ai déjà entendu dire que non, voilà, bébé qui moi si mais mon bail bébé tara moi si pas maté, sûrement la femme elle a poussé les bouchons trop loin et tout ça, raison pour laquelle l'homme s'est enflammé. L'homme a cette facilité là. Alors que voilà, il y a des hommes qui sont peut-être, je sais pas moi, ils sont malades, ce sont des malades au niveau de la tête et puis ils arrivent pas à se contrôler, mais on va prendre toute la faute, on va rejeter sur la femme et c'est notre société. Il y a quelqu'un qui l'a dit d'ailleurs sur ce plateau que dans notre société on donne toujours tort à la femme et c'est l'homme qui a voilà, l'homme a le bénéfice du doute.
Et c'est pas bon. Longtemps marginalisé les femmes. Vraiment, on espère que ça change, hein, bien qu'on remarque déjà quelques petits changements. Oui, on espère à que ça va vraiment changer 0,5%, totalement. On arrivera à 50, 40%. Alors, on va revenir. Merci beaucoup, Sam, d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette première partie. Madame, monsieur, si vous venez de nous rejoindre, nous parlons de quand et comment s'est retiré d'une affaire. Et ça, c'est vraiment d'une façon générale. Alors, on va se détendre un tout petit peu et ce sera avec une belle chanson. On se retrouve juste après. On the drinks to want, one on more, on the car to want, catch a good job, banana, banana. Alhamdulillah, call me for that, yeah. I'm a girl, walk on, I don't walk in those, but you power sporty, but you zero shorty. But you want, I'm on two, when you call a mura, kiriwa, you give him the twerk your body, twerk your body, twerk your body, twerk. Hollywood, down, twerk the body, twerk the body, twerk your body, twerk. I do it. Isakaba, give me your Bakasio. Your body looking like tsunami, explosive Hiroshima, Nagasaki. Plenty of money, don't make me miscalculate. Don't make me over the pay. Don't make me the misbehave. Be the way them twerk. We don't make a man go. Again, pepe. Egba me o Jesus. Baby feeling the boy like Oleku. Asan dio. Oh yeah, see the way our body twerk. Twerk your body, twerk. Baby, twerk your body, twerk. Twerk your body, twerk. I do it, that, twerk your body, twerk. Twerk your body, twerk. I do it, twerk your body. J'espère que cette chanson vous a plu, madame, monsieur. Alors, bien avant de continuer, on va passer aux réactions des interviewés, aux réactions de ces personnes qui ont voulu émettre leur avis, qui ont voulu dire quelque chose sur ce sujet, quand et comment s'est retiré d'une affaire. On va les écouter et on se retrouve juste après. Problème ezali eke soki okutani na bato ya mabe Bible lobi fouiller les mauvais compagnons. Cela veut dire faut kima bango. Alors mutu azo kima bango wana eza ndenge moko te na mariage parce que mariage est une institution divine. Oh ba camarade des institutions divines te eza collaboration. Tokutani to bandi ko solola to créer une relation. Mais mariage ezali institution divine o ewite pa ya Nzambe. Ye moko nde muta sala kiango. Alors pona ko kabona Bible lobi oya ko kabola libala ya mutu. Ce que Dieu a uni, personne ne le sépare. O Nzamba sangisi muta mokila kabola te balobi mutu. Cela veut dire mutu nyonso azo contribuer na divorce ya batu akokota enfer. Même les pasteurs ne peuvent pas akoki ko sala divorce te, akoki ko autoriser divorce te parce que o Nzamba sangisi muta mokila kabola te. Mais pour na ba camarade, wana eza relation ya mokili to sala relation. Ce que simbi na ngote to ko kabwana biso. Pour une entreprise, par exemple, moi je travaille quelque part. Si je vois que mon patron ou le travail où je travaille plus que ce que je gagne, j'essaie un peu de déclarer chez mon patron ou chez mon chef du personnel. Si je vois qu'il y a une réponse qui ne me convient pas, soit je peux démissionner, ou si je trouve ailleurs plus mieux que là où je travaille, là je vais quitter directement. Mais si je vois que ce n'est pas mieux, je peux rester.
Mais en ce moment ici, pour quitter une entreprise, pour aller à une autre, c'est un peu difficile parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup d'entreprises à Kinshasa. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui souffrent. Ils travaillent, mais ils souffrent aussi dans l'entreprise, mais ils serrent un peu le sentir pour essayer un peu d'avoir quelque chose. C'est pourquoi il y a des gens qui résistent. En principe, en soi, il peut quitter. Mais comme il n'a pas trouvé une place ailleurs, c'est pourquoi les gens restent. Oh, c'est difficile, il peut souffrir, mais c'est mauvais aussi pour les gens. C'est pourquoi que si vous travaillez, au départ, vous pouvez signer un contrat. Les contrats là, ton patron ou l'entreprise ne respecte pas, à ce moment-là, je peux déclarer. Si je déclare, première fois, on ne me répond pas. Deuxième fois, on ne me répond pas. Ah, je fais une lettre de démission. Je fais une lettre de démission et puis je vais quitter l'entreprise. C'est ça. La meilleure façon de faire la démission pour aller chercher ailleurs. Vous pouvez faire comme eux, madame, messieurs, en nous écrivant au numéro affiché au bas de l'écran pour nous partager votre expérience. Alors, il y a Divine qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous aussi, bonjour à tout le monde. Tu vas bien, Divine? Ça va super, et vous-même? Ça va, merci, moi ça va. Alors, tu nous as écouté depuis les débuts avec Sam, on a parlé de quand et comment s'est retiré d'une affaire et tout ça. Et j'ai envie de savoir comment doit-on quitter une affaire, étant donné que tu nous as écouté, on a parlé de 3 points. On a parlé de la collaboration, du business et du mariage. Et j'ai envie de savoir comment quitter une affaire. Alors, je me dis comment quitter une affaire lorsque ça ne va pas. Vous avez parlé de mariage, business et la collaboration. Ouais. Moi, je me dis, il faudrait déjà essayer de penser en tant qu'être humain que cette histoire ne me va plus. Alors, je dois réfléchir à comment quitter. Par exemple, dans le mariage, lorsque le mariage ne va plus, il faut discuter. Parce que si tu es renfermé à toi-même, je ne pense pas que tu vas trouver une solution en, je sais pas moi, en t'imaginant que voilà, cette affaire ici ne me va plus, je sais pas comment je vais faire. Tu vas te mettre à raisonner plusieurs fois, mais sans pour autant trouver des solutions. Moi, je me dis dans le mariage, par exemple, lorsque la situation ne te va plus, lorsque la situation ne te donne plus la paix intérieure à toi-même, tu dois en discuter. C'est pas pour rien qu'il y a des parents, tu as de la famille et tout, tu as des amis. Moi, je me dis, il faudrait commencer par discuter avec des personnes. Peut-être que toi-même, tu as cette peur-là de dire, bah tiens, j'ai pas le courage de me lever, de dire, bah tiens, aujourd'hui, je décide de quitter de cette affaire qui ne me va plus. Moi, je me dis, peut-être si tu allais discuter avec des personnes, ces personnes peuvent venir, par exemple, être d'intermédiaires, par exemple, dire que voilà, tiens, elle nous a parlé de ci, de ça, elle n'est plus heureuse, elle n'est plus dans la paix avec elle-même dans votre mariage, par exemple. Bah, elle décide, par exemple, de divorcer. Moi, je me dis, la plupart du temps, on pense à ça, mais on ne sait pas comment, en fait. On se dit, bah, comment je m'y prends, comment je fais, bah, à un moment, on se dit, c'est ça, c'est déjà ça, je reste seulement dedans et tout. Puisque j'y suis déjà, bah, peut-être qu'un jour, ça va y aller. Mais moi, je me dis, si ça ne va pas, il faudrait en parler. Si dans le mariage, par exemple, tu es une femme qui est battue, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu resteras dans ces mariages alors que toi-même, intérieurement, tu sens que ça ne va pas, je dois quitter. Moi, je me dis, la plupart du temps, on sait que ça ne va plus, mais on s'imagine comment maintenant je fais, par quoi je passe. Si toi-même la personne, tu n'es pas apte, en fait, tu n'es pas en mesure de discuter avec ton mari et dire que bah tiens, cette situation ne me va pas et tout, ça me convient plus, soit on trouve un terrain d'entente, soit on se sépare carrément. Mais il y a des gens en fait autour, moi je me dis, il y a aussi ces personnes qui vivent seules, genre Namokilaya et Monko et tout, genre il y a la personne chez qui se retourner. Moi je me dis, il y a quand même quelqu'un, même les pasteurs, voilà, aujourd'hui il y a des pasteurs qui interviennent dans les mariages, dans le couple pour essayer de trouver une solution face aux problèmes qu'ils rencontrent. C'est pour moi, je me dis, il faut commencer par en parler, discuter. Certes, il y a aussi de façon où un beau jour, tu te réveilles comme ça, tu lâches prise, sans rien dire, tu te retires au PC à ta... D'un mariage. Oui, il y a des gens comme ça et tout, à profiter du moment, le mari n'est pas là, elle prend ses clics et ses claques, elle s'enfuit. Moi, je me dis... d'avoir accumulé. Oui, à force. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas, en fait, à sortir. C'est là, on a trop accumulé, on se dit, bah tiens, je sais pas comment faire. Je sais déjà que si je vais vers lui et que je lui en parle, il va refuser, soit il va me battre. Ce sera encore la même chose. Bah, autant mieux prendre mes clics et mes claques et je me casse. Moi, je me dis, c'est aussi une façon de se retirer. Afin d'y lobby, bah, non, ça, mais moi, je me dis quand même, cette façon-là aussi, si ça permet à la personne de se retirer, étant donné qu'elle n'a pas d'autre alternative, bah, pourquoi pas? Du moment l'affaire ne la met pas dans des bonnes conditions, ne lui donne pas la paix, bah, elle doit se retirer. Et aussi, côté collaboration, moi, je me dis, comment se retirer d'une affaire au niveau collaboration? Nous sommes 2 personnes, on collabore. Quand je sens qu'on n'est plus
dans la même longueur d'onde, il faudrait toujours... Moi, je me dis, il faudrait discuter, en fait. Parce que essayer de quitter une affaire sans en parler, c'est un peu comme de la lâcheté, si je peux me permettre de le dire comme ça. Moi, je me dis, pour essayer de quitter une affaire, il faudrait en parler. Si nous sommes en collaboration, je vais dire, tiens, le c'est pourquoi nous collaborons, ça ne va plus, en fait, ça ne tient plus. Je préfère me retirer, tu vas trouver un autre collaborateur, une autre collaboratrice pour essayer d'avancer. Moi, personnellement, je préfère me retirer et tout. Moi, je me dis, comment faire? Il faudrait en discuter. Par exemple, dans le mariage et tout, si tu vois que ça ne va pas, il y a l'État et tout. Il y a les niveaux judiciaires où il faut y aller, essayer de trouver des solutions pour pouvoir t'en tirer. Et aussi, côté collaboration, moi, je me dis, il faudrait en discuter. Il y a les gens, en fait, nous sommes des humains, il y a les gens autour de nous, même si on se dit que, je préfère garder mes problèmes par peur que si je vais établir mon problème à telle personne, la personne va essayer de... Voilà. Voilà pourquoi la plupart du temps, les gens, on a l'habitude de garder nos problèmes pour nous-mêmes, des peurs à ce qu'on nous salisse, qu'on nous pointe du doigt, faire connaître à tout le monde que voilà, cette personne vit ça. Ah bon? Ah, c'est vrai? Tout le monde a qu'à ma voisine et c'est Donc, par cette peur-là, on se dit, mieux j'accumule, mieux j'encaisse, je vais essayer de réfléchir autrement. Peut-être je vais me dire, c'est la vie, c'est mon sort, j'accepte comme ça, mais c'est la vie, c'est ton sort, tu vas mourir par ce sort-là et tout. Tu peux pas accepter un sort où tu sais voir carrément que ces sorts, si c'est la mort. Moi, je me dis, quand ça ne va pas, il faudrait trouver des solutions tout autour de nous, parce qu'il y a toujours des solutions. C'est pas pour... Il y a des problèmes, il y a des solutions. Bon, je me dis que les solutions sont faites pour des problèmes, en fait. Donc, quand il y a un problème, moi, je me dis, il faudrait toujours en parler. Et il y a chaque processus. Dans les mariages, il y a des niveaux judiciaires où il faudrait passer. En collaboration, tu discutes avec ton collaborateur ou ta collaboratrice en disant que, tiens, ça n'arrive pas, en fait. Ça n'arrive pas. On va au niveau entreprise. Quand ça ne va pas, tu sens que non, il y a des lettres de démission. Tu fais ta lettre de démission, tu déposes à ton directeur ou je sais pas moi, ton DG, ton boss. Tu dis, tiens, en tout cas, moi, je démissionne. Je ne pense pas qu'en déposant ta lettre, Robot est là-haut, tu ne démissionnes pas. Je sais pas, c'est déjà arrivé et tout. Non, ça dépend de votre contrat. Le contrat que vous avez signé, il y a des clauses aussi qui sont reprises dans le contrat. Si ça ne te permet pas, toi, en tant qu'employé, de démissionner dans les 2 semaines qui suivent, tu seras obligé de rester dans... Là, maintenant, ça devient travail. difficile. Pourquoi? Parce que je suis obligée de rester, mais moi, je ne me sens plus. Mais ok, je vais rester, mais qu'est-ce que je vais faire? Le problème, c'est au niveau du contrat. Voilà. C'est-à-dire, tu es comme là lié, pour remplir le contrat, contrainte, en fait, de rester et de je remplis le contrat. Je respecte le contrat, parce qu'il y a des conséquences si tu enfreins les règles qui sont établies. Je ne pense pas que je vais travailler correctement. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que je suis déconnectée de ces travails. Ça fait longtemps que moi, je pense plus à ces travails. Et quand je viens déposer ma lettre, on me dit, il y a un contrat. Ok, tu dois respecter le contrat, mais je pense pas que le travail que tu auras effectué sera un travail où on sentira vraiment ta performance. Pourquoi? Parce que déjà, il y a ton boss qui sait que ça là, il y a été à l'aise et tout, donc à trouver ailleurs peut-être, ou peut-être ailleurs, elle sera où il sera à l'aise. Moi, je me dis, en tout cas, dans la plupart du temps, il faudrait toujours discuter. Parce que quand tu ne discutes pas, on te traite de lâche après. C'est aussi ça le problème. Hein. Quand tu ne discutes pas, beaucoup d'employés quittent les navires comme ça sans pour autant tenir compte de leur démission à leur chef et tout ça. Et moi, je me dis, il y a des répercussions derrière. Hein. Moi, je connais des personnes qui se sont décidées un bon matin, voilà, je pars pas au travail aujourd'hui, d'ailleurs, je pars plus au travail. Oui, pour des cas où il y a les contrats, par exemple, et on l'appelle comme ça sonne, et la personne ne décroche pas. Vous imaginez un peu l'état d'esprit dans lequel se trouve son boss. Oui, mais après, moi, je me dis, si je viens en parler... Bon, prenons l'exemple de l'entreprise. Là, ça dépend. Pourquoi? Parce qu'il y a bien des contrats qu'il faudrait respecter. Voilà. Ok, si j'attends... Bon, prenons l'exemple des entreprises où il n'y a pas de contrat. Très souvent, c'est ce qu'on retrouve ici. Maintenant, si on n'a pas de contrat, le truc, c'est quoi? Quand tu viens travailler chez quelqu'un, c'est un engagement que tu prends. Justement. Il faudrait respecter cet engagement. Écrit ou pas, ça reste toujours un engagement. C'est ce que j'allais dire. Mais ici, chez nous, écrit ou oral, mais c'est quand même un contrat. Je sais parce que moi, je remarque ici, chez nous, c'est totalement différent. Un bon jour comme ça, vous vous réveillez, vous venez, il y a quelqu'un dans ces postes-là, ailleurs, bon, aujourd'hui, automatiquement, on se dit, il est absent. On l'attend peut-être demain, après, je sais pas moi, quelques semaines et tout, il viendra. Et vous vous rendez compte que à démissionner. C'est une mauvaise façon de faire les choses. À Zoa pour acheter au coma et tout, appeler carrément, tiens, j'ai démissionné et tout. Tu avances tes raisons pourquoi tu démissionnes. Je pense pas qu'on va te lier, on va te ligoter. Viens faire.
moi, je pense qu'il y aura quand même un côté de compréhension. Mais après, quand tu démissionnes comme ça, tu te réveilles un beau matin comme ça te semble bon, tu as trouvé mieux ailleurs, je sais pas moi, tu es mal à l'aise où je pense pas qu'on devrait, en tout cas, en tant que des individus responsables, parce que quand on travaille, c'est-à-dire on a une responsabilité, on est supposé être une personne qui réfléchit correctement. On ne va pas se lever un bon matin pour se dire que non, voilà, aujourd'hui, je n'irai pas au travail. D'ailleurs, je n'irai plus au travail, c'est fini pour moi, c'est bon. Je pense qu'il faudrait déjà en parler à votre supérieur, à votre boss, peut-être 2 semaines en avance, en tout cas minimum 2 semaines pour préparer le patron. Les patrons, ils sont très souvent, on va dire... sur le nerf, lorsque l'employé vient l'annoncer une démission, excusez-moi, les patrons s'est dit, il va se poser tellement de questions, il va se dire, mais c'est quoi, pourquoi est-ce qu'il quitte? Est-ce que je les traite mal? C'est niveau salaire, ils se sentent plus à l'aise ici et tout ça. Il va se remettre lui-même en cause. Et l'effet de se remettre en cause, ça va déclencher en lui une colère, entre guillemets, hein, on va pas se mentir. Il va en tout cas tourner au rouge, il va mal le prendre. Il y a de ces patrons qui essayent même de ridiculiser ou alors de mettre à la honte à cet employé devant tout le monde, les diminuer et tout ça. D'où il est important d'informer les patrons peut-être 2 semaines, minimum 2 semaines en avance pour lui permettre d'assimiler en tout cas ta démission de façon convenable et puis t'es remplacé convenablement, c'est-à-dire facilement. Tu ne vas pas lui annoncer non, voilà, moi je quitte le travail demain, en tout cas je ne veux plus venir. Comment est-ce que ce patron-là va en tout cas va percevoir ta démission? D'un mauvais œil. Pourquoi? Parce qu'il va se dire que non, Mazo Kende, il va laisser un trou, qui va venir remplacer? Le temps de faire un casting pour trouver une nouvelle personne pour la remplacer. Et que la personne ça va me prendre trop de temps. Et du coup, le patron, il va s'enflammer. Il y a même des patrons qui disent à ses employés, là, non, voilà, reviens d'ici la fin du mois pour prendre ton argent. Et quand tu reviens à la fin du mois, on va te dire, non, reviens d'ici 3 mois. On te fait marcher. De toutes les façons, voilà, tu as démissionné comme ça sans pour autant nous prévenir. Tu nous as pris à pied levé. Nous aussi, voilà, on n'était pas préparés par rapport à ta démission. Ce sont des choses qui entrent en compte. Il y a des paperasses à remplir pour arriver à te rembourser ton argent, restituer en tout cas ce qu'on t'a dévé. Il va seulement te rendre la vie difficile. Pourquoi? Parce que lui, de son côté, il a mal perçu ta démission. D'où il est important de s'y prendre en avance pour préparer en tout cas le terrain par rapport à comment va percevoir ta démission le patron, le boss. C'est très important. Alors la Divine, tu es restée sur la collaboration et les mariages, mais j'ai envie de te donner un exemple d'un business en fait que toi-même tu lances. Tu lances un business et il faudrait que tu les quittes, que tu abandonnes ou que tu changes. Comment tu vas procéder en fait? Franchement, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile déjà les débuts quand tu lances ton propre business et tout. Il y a pas mal de choses par quoi on passe et après c'est dur. C'est dur d'encaisser. Et surtout, si tu n'es pas de ce monde-là, tu as été obligé de faire ça pour pouvoir t'en sortir dans la vie. Tu t'es dit que, bah, tiens, aujourd'hui, partout où je passe, les travails, ça vient pas vers moi. Les offres d'emploi, c'est pas gagné. Bah, je me décide, je me lance, par exemple, dans le business. Et quand ça ne va pas, moi, je vais me dire, bah, tiens, c'est dur, j'abandonne. Mais après, quand tu abandonnes, moi, je me dis, quand tu abandonnes, là, il faudra encore que tu réfléchisses, tu abandonnes, mais après, qu'est-ce que tu fais d'autre? Étant donné que tu as lancé ces business-là pour t'en sortir. Mais lorsque tu abandonnes, comment tu t'en sors? Moi, je me dis c'est toujours difficile, mais après, abandonner n'est pas la solution. Tu peux beau réunir tout ce que tu as eu à réunir, mais après, tu vends aussi exactement comme tout le monde, mais tu ne reçois pas ce dont à quoi tu t'attendais, et du coup, tu te dis tu abandonnes. Mais moi, je me dis, c'est quand même une grosse perte. Pourquoi? Parce que tu as trop dépensé pour que ces business-là s'élèvent ou que ces business-là, je sais pas moi, voient le jour. Et abandonner comme ça, pourquoi j'ai pas eu un feedback, je sais pas moi, sur quoi je m'attendais ou un retour fabuleux sur quoi je m'attendais, et du coup je préfère abandonner. Moi je me dis c'est pas la meilleure des choses. Pourquoi? Parce que c'est toujours difficile en début. Je sais pas, il y a pas, peut-être qu'il y a des cas rares dans ce monde où se dit un jour je me suis réveillée, j'ai lancé mon business et d'un coup de tête ça a réussi. Peut-être il y a bien des gens comme ça, mais moi en tout cas dès ce que je sache, c'est toujours difficile dans ce qui concerne le business. Et la solution pour dire que tiens j'abandonne, c'est trop difficile, moi je me dis c'est pas l'idéal. Pourquoi? Parce que les business c'est ça en fait. Aujourd'hui ça va, demain ça n'ira pas. Aujourd'hui ça va, demain ça... Parce que ça a besoin d'une stabilité. Et cette stabilité-là ne viendra pas du jour au lendemain comme ça. Tu te réveilles un bon jour, bon, admettons que c'est, je sais pas moi, une boutique d'habillement. Tu te dis, bah, je mets ma boutique comme ça. Écoutez, il y a 1000 boutiques. C'est clair. Et surtout, nous, les femmes, quand on voit une boutique déjà, on se dit, bah, pourquoi est-ce que je vais entrer dans cette boutique alors que je sais où je peux trouver à un prix, je sais pas moi,
minime par rapport à ça. Moi, je me dis, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que si tu es déjà dans une boutique d'habillement, tu dois déjà savoir que les gens vont venir. C'est pas facile. À la fin du mois, tu as un loyer à payer. C'est pas du tout facile. Tu dois persévérer. Parce qu'il ne faut pas te dire que dans les secteurs, je sais pas moi, de maisons d'habillement, il y en a plein ici. Il y en a plein. Et du coup, quand tu te lances comme ça, ne t'attends pas à ce que je me lance et puis boum, bam, j'ai directement un bénéfice ou je sais pas moi, maximal de ce que je m'y attendais. Ça sera pas du tout facile comme ça d'un clin d'œil et tout. Et aussi, moi, je me dis, au niveau business, il faut toujours savoir dans quoi on se lance. Il faut toujours savoir dans quoi est-ce que, je suis capable de faire pour que, aujourd'hui, je tienne dedans. Parce que tu vas entrer dans un truc où toi-même, tu n'arrives pas à gérer. Même si aujourd'hui, il y a des coachings, comment gérer un business, même si tu n'es pas fait pour ça, on te coach et tout. Mais moi, je me dis, pour ne pas, je sais pas moi, vouloir abandonner, où tu dépenses, je sais pas moi, $2,000 et s'imiter aux $200 en retour au tiki. Moi, je me dis, il faut toujours savoir dans quoi tu te lances. Par exemple, il faut toujours étudier le terrain, il faut toujours étudier ta marchandise, essayer de savoir, tiens, sur ce secteur ici, ma marchandise, ici, ça se vend à quel niveau, en fait. Moi, je me dis, tu vas pas venir comme ça, quartier Nabiso, boutique d'habillement, boutique. Moi, je me dis, tu n'auras pas, je sais pas moi, le bénéfice... sur quoi tu t'attends. Pourquoi? Parce que tu ne penses pas à tout ça. Et même si tu as pensé à ça, c'est pas fabuleux les résultats à la fin. Moi, je me dis, ça ne sert à rien d'abandonner. Même si aujourd'hui, on sait ce qu'on retrouve, il y a quelqu'un à s'est lancé, je préfère encore une personne comme ça qui tente, qu'une personne qui aujourd'hui a lancé, je sais pas moi, son business et tout, et puis j'abandonne, je me dis, tiens, ça n'a pas marché, je laisse tomber, je vais rester là, ne rien faire. Si j'ai de l'argent, je préfère encore sortir et tout, manger, m'acheter mes vêtements à moi-même et tout, sans pour autant penser business. C'est toujours difficile, c'est pas facile et tout, les tout débuts, mais après, abandonner n'est aussi pas la solution. Il faudrait rester patient, selon Divine, Leila. Mais il faut dire qu'il y a quand même certaines personnes qui sont ténaces, qui restent accrochées à une affaire, même lorsque ça ne va pas. Ils sont vraiment obstinés. Quelle est la cause, en fait, de cette obstination? Je pense que ça dépend au fait de l'affaire. Si c'est peut-être dans le cas du mariage, par exemple, c'est aussi une affaire. Peut-être que la personne, elle est amoureuse de l'autre. Elle se rend compte que son monde tourne autour de l'autre. Elle n'a pas envie forcément de se détacher de cette personne. Elle se sent bien que l'autre de son côté ne ressent pas la même chose, mais elle a envie au fait d'y croire. Elle veut s'attacher à cet espoir qui s'illumine dans les yeux de l'autre comme le du soleil qui s'illumine dans les yeux de l'autre comme le soleil qui s'élève. Elle veut vraiment s'attacher. Elle s'est dit que non, voilà, même ta 50e chance d'enrouper ça est pour qu'on puisse rester ensemble et bâtir quelque chose. Je pense que dans ce cas de figure-là, la personne, elle est amoureuse, elle est aveuglée. On le dit, l'amour, ça rend aveugle. Dans le cas du business, une personne qui s'obstine, ça a du bon, tout comme ça pourrait aussi avoir un mauvais côté. Dans tous les cas, moi, je pense que ça part en tout cas de la détermination qu'a chacun d'entre nous au plus profond de la détermination qu'on a au plus profond de nous. Je pense que ces personnes-là sont beaucoup plus déterminées que d'autres, ces personnes qui s'obstinent. Maintenant, ça dépend peu obstination aux anango. Est-ce que zo kene na côté à ma lame ou na côté à ma b. Pour obstination, monsieur Ezali, je m'obstine, je veux rester, je veux m'accrocher, mais je fais pas d'effort. Je donne l'exemple peut-être dans un mariage, on ne s'entend plus, ça ne va plus, l'atmosphère est carrément bousillée, mais je reste dans ce mariage. Mais qu'est-ce que je fais en retour pour faire améliorer les choses? Non, je garde silence de mon côté. Mais dans un mariage, je ne suis pas sortie. Je reste. C'est aussi une forme d'obstination, mais c'est une mauvaise forme d'obstination. Pourquoi? Parce que tu gardes silence. C'est-à-dire, tu ne fais pas d'effort en retour. Ténacité nayo est côté négatif, en fait. C'est une ténacité négative. Pourquoi? Parce que ça ne t'aide pas à avancer, ça ne t'aide pas à améliorer les choses. Obstination positive, c'est cette obstination où tu es tenace, tu veux faire avancer les choses, tu multiplies en tout cas tes compétences, tu essayes de performer, ça ne va pas. Je prends le cas de la personne qui s'est lancée dans un business, ça ne marche pas, à Tiki Kotoyo, à Simbi Kotoyo, à Zo persévérer, il ne fait pas vraiment lâcher l'éponge définitivement. C'est vrai qu'à un moment donné,
dans le business, lorsqu'on se lance, on sent que ça va pas, ça bloque, on connaît des échecs, on prend son temps. C'est recommandé de prendre vraiment son temps. Ça mais demande pas beaucoup. directement sauter des coques à l'âne et tout ça. Il faudrait prendre son temps pour te permettre à toi, en tant qu'individu, de réfléchir, d'essayer de voir beaucoup plus clair sur la situation. C'est-à-dire, tu te projettes, où est-ce que ça n'a pas marché, tel côté, j'avais peut-être agi de telle sorte et tout ça. Il faudrait que je rectifie. C'est qu'on retrouve aujourd'hui, c'est pas ça en fait. C'est pas ça. L'obstination, raison pour laquelle j'ai dit l'obstination, ça a un bon et un mauvais côté. C'est-à-dire, il faudrait essayer de l'utiliser à bon escient. Quand tu t'obstines, il faudrait qu'il y ait gain de cause derrière. Tu t'obstines pourquoi? C'est ça, au fait. Raison pour laquelle j'ai touché le business. Quand on se heurte à un mur, il faudrait pas directement se rélever. Bamsouba se releva par honte, au fait. Parce que on a fondé la maison d'habillement et quoi, il y a comme il y en a tout ça. Il faudrait que je fasse quelque chose d'autre pour couvrir, au fait, ces trous et tout ça, pour que ça fasse pas la honte. Mais moi, je pense en fait que la raison que tu as donnée, elle est valable, mais je pense aussi que beaucoup plus actuellement, si dans certains business, ça ne réussit pas, c'est juste parce que, voilà, moi, j'ai lancé, par exemple, comme tu l'as dit, une maison d'habillement, ça n'a pas marché, et que j'ai vu que l'autre, par exemple, elle, je sais pas moi, elle est dans des tissages et tout, voilà, un salon de coiffure, ça a réussi pour elle, je me dis peut-être que c'est le bon business à faire. Tout part de là, tout part de l'étude du marché. Comme ça. Et je pense je laisse tomber ce que je faisais, je laisse tomber ce que je faisais avant pour me lancer dans ce que l'autre est en train de faire et elle réussit. C'est ce qu'on voit, vous allez voir, tu n'as pas tâté le terrain autant de terrasses. Pourquoi? Parce que Divine Fongola, il terrasse ici, automatiquement. Et dans tout ça, il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est ça. C'est pas mauvais, en fait, de faire la même chose. Il faudrait qu'il y ait quand même une valeur ajoutée. C'est même ça la règle d'or du business. Quand tu te lances, essaye d'apporter un plus par rapport à ce que tu as déjà trouvé sur le marché. Attends un plus en rose, je sais pas moi, des paillettes que tu as rajoutées. Ça reste toujours un plus. Essaye d'apporter. Parce que ce sera attirant, ça va dans ce secteur dans lequel tu te lances. Mais essaie de faire copier-coller comme les autres. Moi, c'est en fait ça qui rend les choses difficiles. Pourquoi? Parce que toi-même la personne, de nombreuses entreprises. Toi-même la personne, tu n'as pas eu le temps déjà de réfléchir, de voir ce qui n'a pas marché avec l'entreprise ou Tikiwana Oyemba Moko. Ce qui est simbité, c'est que quartier au Balingana bango boete. Tu es là, tu dis bon, c'est que quartier au Balingana par exemple Babar ils allaient belinga penena ba. OK, tu viens avec un bar. Est-ce que qui te dit que parce que Aurélie a fait une terrasse et tout, que toi aussi ta terrasse à toi, je sais pas moi, aura de la clientèle comme pour Aurélie. Moi je me dis en fait, il faut toujours étudier toujours dans quoi est-ce qu'on se lance, parce que moi je me vois très mal. C'est même la première étape en fait à faire, justement. Oui, l'étude du marché. Mais moi j'ai l'impression que beaucoup de gens ignorent en fait cette étape là. La plupart du temps on se dit bon, si ça n'a pas marché ici, je vais tenter dans autre chose, peut-être que ça va marcher. Oui, peut-être que ça va marcher, mais est-ce que tu essaies d'étudier le terrain en fait, dans quoi tu prends ton temps. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché avec les business que tu avais avant? Qu'est-ce qui ne te dit pas que les mêmes bêtises que tu as eu, les mêmes erreurs qu'il y a eu à se commettre avec, de l'autre côté, il y aura le même résultat à la fin. Et tout. Moi, je me dis, il faut toujours prendre son temps, comme Leila l'a dit. Tu réfléchis, en fait, je sais pas moi, plusieurs fois comme tu veux, mais réfléchis, prends le temps de réfléchir. Fais-toi, je sais pas moi, une liste de tes objectifs et tout. OK, vas-y, coche. Dans ce que je faisais ici, ça n'a pas marché. Tu essaies, je sais pas moi, de faire ta liste et tout. Tu coches ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et je pense que c'est suite à ça que tu vas essayer, tu vas plutôt te repérer et essayer de trouver une solution face au prochain business dans quoi tu voudras te lancer. En tout cas, c'est ce que je me dis. Mais de l'obstination juste comme ça, de façon farfelue, ça c'est très dangereux. Il faudrait vraiment réfléchir. Moi, je me dis, c'est jeter de l'argent par la fenêtre. Hein. Parce que si aujourd'hui, si tu marches dans ça... C'est de gaspiller de l'argent, gaspiller de l'énergie. Lorsque vous vous obstinez bêtement dans quelque chose, ou alors dans une relation, dans une affaire, c'est ça aussi. C'est ton temps que tu gaspilles, c'est ton énergie que tu es en train de gaspiller. Il faudrait réfléchir à comment t'y prendre et tout ça. Et puis, ne pas s'obstiner juste comme ça par sentiment, ou alors juste parce que ça t'a pris d'un coup. Voilà, je reste, je m'accroche. Ouais. Merci beaucoup. Et je pense que c'est la fin de cette émission, mais moi, ça me fait toujours plaisir de partager ces moments avec vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Sam d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. J'espère que ce sujet vous a plu. Quand et comment se retirer d'une affaire. N'oubliez pas de nous envoyer vos retours au numéro affiché au bas de l'écran. Et si vous nous avez pris à la fin de cette émission, vous pouvez toujours télécharger l'application Blue OTT afin de nous suivre en direct. Allez-y vous abonner sur notre chaîne YouTube. Allez-y nous suivre sur Facebook et Instagram. Merci et on se dit à la prochaine.
population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.